c'est parti. Bon, comment tu vas toi, Abdel? Bah écoute, je vais bien. Je vais bien. Je suis en mode assez excité par rapport à l'annonce d'hier. Ouais. C'est très intéressant pour en reparler, mais là, je suis plutôt dans un bon mood. On dirait Ouais. après des mois un peu turbulents. Là, je me remets un peu dans un bon mood pour me dire, OK, si tu veux, un mood dans lequel j'arrive à mieux me focus sur ce qui compte vraiment et arriver à faire abstraction du bruit environnant. Ouais, ouais, Mm, tout à fait. mm. Très bien. Donc Abdel, rapidement pour te représenter, spécialiste blockchain, écosystème, Bitcoin, Ethereum et tout ce qui va être surcouche d'Ethereum. Donc tu bosses pour Starknet, mais Mhm. j'imagine que tu regardes ce qui se passe aussi chez les concurrents, que ce soit du ZK ou de l'Optimism. D'ailleurs, est-ce que tu regardes, en vrai, tu creuses l'optimistique malgré tout ou tu regardes partiellement? Si, quand même, c'est important pour moi de rester aware de ce qui se passe. Aussi parce que moi, personnellement, j'aime bien aussi prendre inspiration sur les bonnes choses que font les autres. Hein. J'ai aucun Mhm. mal à te dire, m'inspirer de ce que font les autres, même des as layer one parfois, nos concurrents, quand ils font des choses bien, j'hésite pas à m'en inspirer. C'est important pour moi aussi. Mais par exemple, pour tout ce qui est optimistic rollups, j'aime pas vraiment la tech. Enfin, vraiment, j'ai un gros problème avec la tech. Ah ouais. Donc, je m'intéresse plutôt sur leur stratégie en termes d'écosystème, croissance d'écosystème, quelles applications marchent le plus chez eux, un peu leur stratégie. Parce que bon, pour le coup, on va pas se mentir, pour l'instant, c'est eux qui rappent la vedette. Hein. Le trio de tête, Arbitrum, OP, Base est très fort. Base, c'est incroyable ce qu'ils font, on va pas se mentir. Ouais. Donc, Ouais. bon, après, ils ont un avantage massif avec Coinbase, hein, quand tu as une user base potentielle gigantesque comme ça. Mais ils sont très forts, très forts. Donc, j'analyse plutôt pour eux, du coup, moins la tech, mais plus la partie stratégie écosystème. Yes. Et du coup, bah moi, ce que je constate, c'est que on en parlera dans cette émission, mais on a Optimism et Arbitrum qui a annoncé par le biais de Risque Zéro de proposer des prouveurs ZK. Et je vois à côté de ça, du côté de Starknet, que vous rajoutez de l'optimisme au niveau de vos transactions. Donc au final, on voit du ZK chez les optimistes et on Hmm. voit de l'optimisme chez les ZK. Ouais. Alors, l'optimistic parallélisation, c'est très différent du modèle de sécurité des. Je pourrais en revenir, mais c'est Ouais. pas, ça porte le même nom, mais c'est pas du tout assimilé. Si tu veux, l'optimistic chez les optimistic rollups, ça a un impact sur la sécurité, en fait. En fait, ça n'a pas du tout d'impact sur la sécurité. La sécurité, elle n'est pas du tout touchée. C'est juste qu'en fait, ça s'appelle optimistic parallélisation parce que ça veut dire, en gros, tu vas faire des trucs en parallèle et tu vas supposer que tout va bien et qu'en fait, si jamais il y a des conflits, par exemple, le problème quand tu veux faire de la parallélisation, c'est des transactions qui vont toucher Ouais. la même partie de la base de données. Ok. Ouais. Donc, tu as deux manières de faire la parallélisation. Soit tu as un modèle où tu sais en avance exactement quelle partie de la base de données une transaction va toucher. Donc, tu as, un modèle dans lequel tu dis, bah, une transaction, je sais exactement qu'elle va toucher tel endroit de la base de données. Dans ce cas-là, tu peux les répartir pour exécuter celles qui ne se touchent pas. Mhm. L'optimistic parallélisation, c'est t'as pas ça, donc tu fais au mieux. Donc, tu prends des transactions, tu les dispatches et tu résous les conflits quand il y en a. Et dans la majorité des cas, tu n'en as pas, donc tu gagnes beaucoup de temps. Donc, Mhm. les gains que tu peux avoir, on estime, ça peut être entre du x2, x10. Nous, nos premières estimations, on va être entre x2, x3. Mais voilà, ça n'impacte pas du tout la sécurité. Donc, c'est juste la D'accord. parallélisation optimiste dans lequel tu tentes de faire en même temps. Si jamais tu as des petits soucis, tu corriges des conflits. Et tu as besoin de réexécuter là où ça se passe mal. Mais comme tu as fait des gros gains dans la majorité des cas, bah, tu te retrouves en bénéfice. Ouais, Ouais. c'est ça. Bah, de toute façon, c'est le principe des transactions, on va dire, optimistes de manière générale. C'est ce qu'on peut Mmh. voir chez Aptos, chez CNetwork, etc. Beaucoup de Oui, gens se copient, hein, d'ailleurs, oui, par tout à rapport à fait. ça. Ouais. Très bien. Et bah, écoute, je te propose de commencer sur l'annonce récente qui a Mmh. fait un peu de bruit. Ah, il y a juste une Ouais. petite question. Je peux apprendre. Ouais. Tu as regardé le Smart Wallet de Coinbase? Ouais, ça, c'est l'un des trucs très forts que je reconnais chez Coinbase. En termes de UX, ils sont très bons. Le Smart Wallet de Coinbase, c'est une dinguerie, hein, clairement. C'est un Ouais. wallet qui est complètement invisible. Ça utilise Passkeys. Et en fait, dans le browser, tu n'as pas d'extension. En fait, il reste dans ton browser et ça utilise Passkeys. Donc, c'est vraiment très fluent. Tu n'as pas Ok. de pop-up de MetaMask ou whatever. C'est vraiment Passkeys tout natif dans l'app. Donc, très clean. C'est dommage que nous, on n'a pas fait ça plus en avant parce que justement, on a une technologie qui est supérieure en termes d'account abstraction, mais ils se sont donné les moyens de la rendre visible à l'utilisateur, Ouais. même s'ils ont une technologie de base qui est inférieure. Ils ont été mieux dans le packaging, en gros, pour le Ouais, coup. ouais. Ouais, ouais. Ok. Et ça fait la différence. Et aussi, une des différences, c'est que, bah, tu vois, euh, de plus en plus, je me rends compte que nos compétiteurs, la plupart, ils s'imposent pas les mêmes règles d'ethos que nous. Parce que là, typiquement, c'est un cas d'école. Hmm. Coinbase va sur le terrain des wallets. Le protocole développe des Ouais. wallets. Nous, en fait, on ne fait pas ça. On se dit, bah non, on a Argent, on a Bravos, on a des gens qui développent des wallets. C'est mieux que nous, on reste en dehors des wallets. Mais en Hmm. fait, la réalité, et Multivers X, par exemple, ils ont une approche où ils font des apps eux-mêmes, X Portal, et c'est pour ça que l'expérience, la UX, elle est stylée, parce que qui de mieux que les gens qui développent le protocole pour faire des belles apps dessus, etc. T'as un avantage, si tu veux. Bah, en fait, Mais, ouais. il y a deux arguments. Le premier, c'est que quand tu as un wallet,
et que tu veux faire du marketing, de la communication, etc., bah, de faire un tuto, utiliser la DeFi avec un wallet brandé à ton nom, déjà, c'est ultra puissant. Parce que si les gars, ils veulent rentrer par la porte Fiat, ils passent par chez toi, Hmm. et après, ils te cash out sur le wallet, ils restent dans l'idéologie, tu gardes tes fonds, c'est non custodial, et ça continue. Et la deuxième chose, c'est que tu vois, par rapport à certaines réglementations, tu vas pas avoir le droit en tant qu'exchange, parce que tu n'as pas la licence qui va bien, de toucher tel ou tel pays, mais tu peux te ramener dans une conférence avec en fait non pas un stand Coinbase ou autre, mais un stand machin wallet. C'est ce que fait comment ça s'appelle l'exchange. C'est pas Bybit, pas Bybit, c'est un autre exchange OKX? asiatique. Pardon? OKX, non? Non, c'est pas eux. Non? Putain, je suis désolé, je l'ai perdu. C'est un gros en plus. Mais bon, bref, tu vois, eux, ils arrivent avec un stand et ils s'en battent les couilles, entre parenthèses. Donc voilà, du coup, bah, commençons par cette annonce du jour, qui est sortie hier du coup, mais Ouais. l'annonce qui nous explique que bah, en fait Starknet est décentralisation maxi et pas nécessairement Ethereum maxi. Et que du coup projette, si tous les outils sont là pour le faire, de venir aussi settle sur Bitcoin et pas exclusivement sur Ethereum. En réalité, ça se disait déjà, mais bon, aujourd'hui, vous avancez un petit peu plus dans cette direction. Alors, on nous parle d'un certain opcode qui s'appelle OP4. C'est quoi? C'est quoi le principe et pourquoi vous en avez besoin aujourd'hui? D'accord. Ouais, c'est une très bonne question. Ok, on va reprendre un peu de hauteur. Qu'est-ce qu'on a besoin pour être capable de faire un vrai layer 2 par-dessus un layer 1? On a besoin de plusieurs choses. On a besoin de ce qu'on appelle la data availability et on a besoin de ce qu'on appelle le settlement, ok? Et être capable de vérifier l'exécution. Ok. Donc là, sur Bitcoin, la partie data availability, elle est possible, notamment grâce à Taproot, qui a permis d'être capable d'envoyer beaucoup de données, plus qu'initialement prévu. C'est une sorte un peu de hack qui est un peu Ouais. détourné de son utilisation d'origine, mais qui permet techniquement d'envoyer beaucoup de données à pas très cher. Donc, ça peut résoudre le problème de data availability. Donc, déjà, ça veut dire qu'on peut faire des sovereign rollups. C'est pas des full rollups dans le sens où ils n'héritent pas de la full sécurité de Bitcoin, mais on peut faire des sovereign rollups. Donc, C'est ce qu'on techniquement, voit aujourd'hui avec les layers de Bitcoin. ouais, la plupart des layer 2 sont juste des sovereign rollups. Pour l'instant, bah, techniquement, il n'y en a aucun vrai layer 2 qui est actuellement en production. Ceux qui s'en rapprochent le plus, on va dire, il y a quelques gros candidats sérieux. Il y a Citrea, il y a BitVM et il y a nous. Je pense qu'ils sont les plus proches d'atteindre ce qu'on qualifierait d'un vrai L2 qui hériterait proprement parler des fonctions de sécurité de Bitcoin. Donc, OK, il y a la partie data availability. Maintenant, comment on vérifie la transition d'état, comment on vérifie l'exécution des blocs. Il nous faut faire des calculs assez complexes, assez avancés, pour reproduire ce qu'on est capable de faire sur Ethereum au niveau du L1 pour vérifier les preuves. Donc, il faut Alors savoir juste, que... Ouais, juste vas-y. qui vérifie qui? C'est-à-dire que ce serait un layer 2 qui vérifierait ce qui se passe sur Bitcoin ou un truc, un script sur Bitcoin qui vérifierait ce qui se passe sur le layer 2. Qui vérifie quoi quand tu dis vérification? Ouais. Donc là, quand tu vas settle sur un layer, donc par exemple sur Ethereum ou Bitcoin, ce que tu veux en tant que rollup, c'est que tu veux que ton modèle de sécurité dépend du modèle de sécurité du L1 et tu veux que la vérification se fasse par tous les full nodes de ton L1. Donc, quand D'accord. on envoie une preuve sur Ethereum, l'exécution, elle est faite par tous les nœuds du réseau Ethereum. Donc, tous les nœuds du réseau Ethereum vérifient l'exécution de Starknet. Même chose pour Bitcoin, quand on sera capable de faire une vérification de preuve, on veut que tous les full nodes vérifient l'exécution et la validité de l'état de Starknet. Donc, pour ça, il faut faire du calcul. Donc, on dit D'accord. souvent que Bitcoin n'a pas de possibilité de faire des smart contracts, etc. En réalité, il y a une sorte de mini VM dans Bitcoin qui s'appelle Bitcoin Script qui permet de faire quelques opérations. Donc, il y a aussi des opcodes. Il y en a beaucoup moins que sur Ethereum et il permet de faire des choses moins complexes, mais il y en a quand même. C'était volontaire de ne pas faire des choses très complexes. L'idée n'a jamais été de pouvoir faire quelque chose Turing complete. L'idée n'a jamais été de faire des computations general purpose, donc n'importe quel type de calcul, mais de faire suffisamment de choses pour faire, par exemple, des multisigs ou des choses un peu plus évoluées, des time locks, ou pour faire des choses un peu comme ça. Par exemple, il n'y a pas de multiplication, donc ça c'est un problème, on ne peut pas faire de multiplication. Donc pour faire des multiplications, tu es obligé de faire une suite d'addition. Donc vous vous rendez compte que pour faire des trucs assez complexes, ça devient vite un bordel. D'accord. Et la petite histoire d'OP4 qui est un peu magique, c'est que, bon, déjà, c'était quelque chose qui existait au début, initialement, et qui a été enlevé par Satoshi en 2010. Pourquoi? Pourquoi elle a été enlevée? Parce que l'implémentation était défectueuse. Elle manquait de certains contrôles. En gros, OP4. Bon, déjà, qu'est-ce que c'est OP4? OP4, c'est 4, ça vient de concatenate.
Donc, c'est le diminutif de concatenate. Concaténation, c'est une opération en informatique qui prend deux éléments, qui les fusionne en un seul. OK, c'est basique. Donc, Bitcoin Script, ça fonctionne avec une stack. On peut mettre des éléments dans une stack et on peut les prendre. OP4, qu'est-ce qu'il fait? Il prend deux éléments de la stack, il les rassemble et il en remet un seul dans la stack qui est la fusion des deux. Et en fait, l'implémentation d'origine, elle a oublié de faire des contrôles sur la longueur totale de la résultante. Ce qui fait qu'en fait, de manière exponentielle, tu pouvais faire OP4, rajouter, etc. Et tu pouvais doubler la taille à chaque fois de la stack très vite. Donc, concrètement, ça pouvait aboutir à des attaques de DDoS, de déni de service. Sur les réseaux, tu pouvais faire trop de calculs et saturer les limites des nœuds très rapidement. D'accord. Parce qu'il manquait des contrôles. Donc, l'idée, c'est un peu en mode panique. Satoshi qui a enlevé OP4 et dans la foulée, il a enlevé plein d'OP4 qui aussi potentiellement pouvaient faire des choses dangereuses. En mode ultra conservateur, on enlève tout et voilà, on se prend pas la tête. Redéfinis bien ce que c'est un opcode du coup, c'est quoi? Ah oui. C'est une fonction? Une opcode, c'est une fonction basique. Ça peut être addition, ça peut être concaténation, ça peut être soustraction. C'est des petites briques qu'on peut assembler pour faire des choses un peu plus complexes. D'accord. Voilà, on peut prendre, voilà, il y a un opcode qui permet de vérifier une signature Bitcoin. Il y a un opcode aussi qui permet d'ajouter des éléments dans cette stack, les manipuler, enfin faire toutes Donc choses quand tu appelles ces fonctions, ça a un coût, pas en gaz du coup, mais en Satoshi. Ah, bah, c'est ça qui est intéressant. L'une des grosses différences, c'est la façon dont ça va être pricé. C'est une très bonne question. Sur l'IVM, chaque opcode, il a un coût, d'accord, qui est déterminé. Et des fois, il y a des changements. Certains forks, c'est juste pour changer, repricer un opcode. Il y a des opcodes qui ont des prix statiques, c'est-à-dire, si tu l'utilises, tu vas payer tant. Il y a des opcodes qui ont des pricing dynamiques, ça va dépendre de ton utilisation. Par exemple, si tu as un opcode qui prend des paramètres, en fonction de la taille des paramètres, tu vas payer plus ou moins. Bref. C'est assez complexe. Donc, c'est pour ça que le monitoring du gaz, etc., c'est un peu complexe parce que pendant que tu fais l'exécution, tu es obligé de faire le bilan. En fait, quand tu exécutes le VM, elle fait un bilan. Elle compte combien tu as payé. Comme ça, elle te dit, attends, tu dois débourser tant, mon coco, pour faire passer ta transaction. Sur Bitcoin, c'est pas du tout la même approche. Tu payes en fonction du nombre de bytes que tu utilises pour ton script. En gros, c'est la taille de... Voilà, de l'espace. C'est vraiment en fait, tu payes de la place, tu payes même pas de la computation. Ouais, exactement. Tu payes de la place et en fait, on essaie de faire une approximation pour qu'en fait il y ait une sorte de corrélation entre les deux. Donc il y a des petits hacks des fois qui font joujou avec ça pour que on arrive à approximer le calcul que va demander un opcode en fonction de sa taille. Mais c'est pas toujours très précis. D'où le fait que c'est clairement pas fait pour de la computation par défaut. Ouais, Bitcoin. Exactement. Ouais, même le modèle de Fizz effectivement n'est pas du tout adapté pour ça. Donc voilà. Donc et la magie, c'est que en fait les gens se sont rendus compte que OP4, c'est peut-être le chaînon manquant ultime pour builder des ZK rollups. Donc, par exemple, dans le protocole Stark, en fait, Stark, c'est un type de Zero Knowledge Proof, c'est celui qu'on utilise nous, que les BN500 ont inventé, qui est maintenant la référence dans l'industrie. Polygon utilise, ZK-Sync, tout le monde passe au Stark progressivement. Donc, initialement, c'est les BN500 et donc Starkware qui a inventé cette construction mathématique. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que ce protocole, il fonctionne massivement avec ce qu'on appelle des hashes et des Merkle trees. Vous avez sûrement entendu parler de Merkle tree, c'est un truc qui est massivement utilisé partout dans la blockchain. C'est une représentation de données spécifique. Et en fait, vous allez sûrement voir le lien avec OP4, c'est que comment ça marche un Merkle tree, c'est qu'on a des feuilles et on va les grouper 2 à 2 pour faire des hashes jusqu'à monter tout en haut. Donc là, vous avez compris, grouper 2 à 2. Donc en fait, OP4 est diablement efficace pour faire cette opération. Et sans OP4, rien que ça, on n'a pas cette primitive qui nous permet de concaténer deux éléments et de faire une opération dessus. Donc en fait, on est rect, entre guillemets, on ne peut pas faire de Merkle tree. En fait, c'est hallucinant de se dire qu'un si petit opcode, parce que littéralement, il fait 6 lignes de code. Hein, littéralement. C'est 6 lignes de code de changement dans Bitcoin et ça pourrait complètement changer la donne de Bitcoin. C'est fascinant, je trouve, mais aussi ça pose plein de questions parce qu'ils disent, OK, peut-être que le changement en lui-même est très petit, mais les implications, les potentiels side effects de ça sont peut-être gigantesques parce que d'un coup, on peut rajouter de l'expressivité, potentiellement de la privacy, etc., etc. Les implications potentielles de ce petit changement sont potentiellement gigantesques et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de débats. Alors, je te stoppe. Donc, il y a un risque de spam, donc de saturation des nœuds, des full nodes, des nœuds mineurs, tout en fait. Alors, le bug initial, il a été corrigé. Là, dans cette nouvelle implémentation de l'OP4 qui est proposée, il y a ce fameux contrôle de longueur qui manquait initialement. Donc, au moins, ce vecteur d'attaque, il est enlevé. Ça, c'est contrôlé. Mais bon, la question, c'est de se dire, est-ce qu'il n'y en a pas d'autres qu'on ne voit pas? Peut-être qu'on se dit, OK, là, voilà. Risque potentiel de sécurité ou de, on va dire, de performance pour le réseau. Donc, ça pourrait être mauvais pour la décentralisation, le futur, etc. Risque réglementaire, comme tu dis, parce que si ça peut permettre de la privacy sur Bitcoin, peut-être que le régulateur peut commencer à nous casser les pieds aussi. Oui, exactement. Ok. Ouais. Pourquoi ça met autant de temps à réactiver un opcode comme ça?
Alors, comme je t'ai dit, d'un point de vue technique, il est hyper simple. Donc, techniquement, ça pourrait se faire demain. Donc là, c'est plutôt, il y a besoin d'un consensus sur déjà. Est-ce que c'est pas risqué? Et est-ce qu'on veut vraiment ramener ce que ça va permettre? Il y a des gens qui se disent, balèque de la General Purpose Computation, on veut juste du paiement. On veut pas que Bitcoin devienne à ça. Il y en a beaucoup qui disent, ça va être favorisé, promouvoir des use cases dont on ne veut pas et qu'on considérait comme néfastes à Bitcoin. Les NFT, la DeFi et compagnie. Il y a toute une question philosophique. Il y a une partie de certains maxis qui ne veulent pas en entendre parler. Aussi, bon, il y a la petite historique avec Taproot Wizards et le fait qu'il y a Eric Wall et Woody qui en ont beaucoup joué, qui sont mis en mode provocateur, on a cassé Bitcoin, etc. Moi, c'est ce que j'ai dit à certains Bitcoin maxi français aujourd'hui, ils en jouent, arrêtez les mecs, c'est des personnages. En fait, ils veulent jouer le truc de, on va challenger le statu quo, on va essayer de faire débattre sur les sujets, essayer de faire avancer les choses et ramener une vraie renaissance à Bitcoin. Donc, on a besoin. Ce sont des néoconservateurs du Bitcoin. Ouais, voilà. Et donc, voilà, il y a toute cette question de est-ce qu'on veut vraiment ramener du shitcoining, de la DeFi, de la merde sur Bitcoin via ça, et est-ce que c'est risqué? Donc voilà, c'est ça qui rajoute de la difficulté dans le débat, dans les échanges. Donc il y a deux camps qui se dessinent. Le camp qui dit bah attendez les gars, c'est cool. Le risque, le fait que ça soit si petit, si contenu, par rapport à tous les bénéfices potentiels, ça vaut quand même le coup d'essayer. Et il y a les autres qui sont un peu plus conservateurs, etc. Et qui disent non, il ne faut pas laisser passer ça, ça va ramener des mauvais cas. Parce que ce serait pollué d'une certaine façon. Exactement. D'ailleurs, moi j'ai un problème avec ça, je trouve un peu cet argument somme toute hypocrite, dans le sens où c'est vraiment contraire à la philosophie permissionless. Parce qu'en fait, ça revient à dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. En fait, absolument. Voilà. En fait, à partir du moment où tu juges la qualité d'utilisation de ta blockchain, tu perds en neutralité, en crédibilité neutre, et tu n'as plus vraiment cette philosophie permissionless à fond. Parce que s'il y avait beaucoup de roll-up et beaucoup d'usages sur ces roll-up qui exploitent cet opcode, ça prendrait beaucoup d'espace dans les blocs, les opcat, ou c'est vraiment quelque chose de dérisoire? Alors, ça prendrait quand même de la place. Ok. Le truc, c'est que ça dépendrait du nombre de roll-up qui sont en compétition et l'activité, etc. Mais en fait, s'ils sont utilisés, ça veut dire qu'in fine, ce que ça va représenter, ça représente beaucoup plus d'activité que ça a d'impact en réel sur le L1. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que parce que c'est exponentiel. C'est-à-dire, si tu multiplies par 1 million l'activité sur ton L2, tu vas absolument pas multiplier par million l'empreinte qu'il aura sur le L1. C'est presque linéaire d'ailleurs. Normalement, tu vois même pas beaucoup l'effet. Mais par contre, si tu commences à avoir 100 L2 qui vont compete sur le block space avec pas beaucoup d'activité, là, effectivement, ça pourrait commencer à prendre pas mal d'occupation. Ok, parce qu'il y a aussi le fait que Lightning Network, tu as quand même une transaction d'entrée, une transaction sortie sur Bitcoin. Là, en l'occurrence, si on arrive à beaucoup scaler, est-ce qu'il n'y aurait pas cette peur qu'il n'y ait plus trop d'activité économique sur le L1 et qu'il n'y ait plus assez à manger en termes de fees pour les mineurs à cause de ça? Ouais, mais après, c'est pareil, c'est que si on délègue entre guillemets l'exécution au L2 comme on le fait sur Ethereum, c'est les L2 qui vont payer le security budget au L1. Et c'est les L2 qui vont payer les mineurs du L1 en fait. Mais du coup, t'as pas beaucoup d'enchères parce que tu vois, aujourd'hui, le GUE, il est hyper bas sur Ether. Du coup, c'est ce que voulaient les gens, ils voulaient que ce soit moins cher. Mais ça fait moins à manger pour les validateurs aussi. Donc, du coup, il faudrait que, si tu veux, d'un point de vue purement économique, les validateurs peuvent aussi devenir des validateurs des Layer 2 avec des réseaux de séquenceurs décentralisés, donc ils mangent là-dessus. Mais peut-être que la sécurité économique de Bitcoin serait moindre. Je sais pas, tu sais, moins de hash rate, etc., et que ce serait négatif. Je sais pas, parce que je pense que par design, Bitcoin est fait pour survivre dans n'importe quelle condition, même dans l'hypothèse où l'activité du L1 lui-même, là, aujourd'hui, descendrait drastiquement. Il y a la théorie du last survivor qui fait que, en fait, au bout d'un moment, tu aurais toujours des incentives à rebrancher ton mineur, etc. Donc, je pense que par le coup, il y a quand même une sorte de résilience de Bitcoin par design qui fait qu'il serait prémuni contre ce genre de cas. Mais ça dit, ça va entraîner des nouvelles questions. Même la question de la MEV, etc. C'est vrai qu'il ne faut pas se mentir, il ne faut pas être hypocrite. Ça va ramener des nouvelles questions sur la table. Si on ramène du roll-up, etc., il y aura la question de la MEV, il y aura de nouvelles questions qui vont entrer en considération. Et du coup, j'ai vu une histoire, par exemple, de Bitcoin natif sur les L2. Pourquoi il serait natif grâce à OP4? C'est que tu pourrais vérifier de manière non custodiale comment ça se passe. Tu peux nous expliquer un petit peu? Ouais, en fait, ça serait que c'est pas tant qu'il serait natif, mais il serait vraiment trustless, complètement trustless, c'est-à-dire qu'il ne rajoute pas d'assumption. Si jamais tu as un modèle qui est vraiment un roll-up et que tout est vérifié et que tu implémentes un bridge qui est du coup complètement trustless, là, tu es sûr qu'en fait,
il n'y aura pas de triche. C'est-à-dire que quand tu vas bridger du BTC, du L1 sur ton Starknet L2, tu es sûr et certain que tout moment, tu pourras le récupérer dans l'autre sens à valeur 1-1. Voilà. Ouais. C'est juste qu'il devient très trustless. Donc, par extension, tu peux considérer que c'est du natif, en fait. Ouais, du coup, le L2 sur Bitcoin pourrait être VM. Oui, bah oui, bien sûr. Il y en a déjà. Il y en a déjà. Ça pourrait complètement être n'importe quoi, en fait. À partir du moment où tu peux vérifier une preuve zéro knowledge, après, n'importe quel système de preuve, nous, ça pourrait être du Cairo, ça pourrait être de l'EVM, qui pourrait. Voilà, ça pourrait être n'importe quoi. C'est ça aussi l'intérêt, c'est qu'on ramènerait une quantité phénoménale de développeurs sur Bitcoin. Les gens qui veulent faire des cas sur Bitcoin doivent apprendre Bitcoin Script, qui est un langage extrêmement bas niveau et très limité, très rude. Donc là, on pourrait ramener beaucoup de développeurs qui pourraient développer des choses. Ouais, parce que n'importe quel type de VN, n'importe quel type de langage de programmation, donc après, les limites sont au niveau du langage. Qui peut être prouvé. Tout ce qui peut être prouvé par une zero knowledge proof. Attention, ça peut pas. Okay. Mais bon, maintenant, il y en a de plus en plus. Maintenant qu'il y a avec RISC-0, avec SP1, bah oui. tu peux prouver du Rust et compagnie. Donc oui, bientôt. Tous les plus gros langages sont. Ouais, exactement. Ouais. Franchement, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et donc, du coup, Stop 4, déjà, c'est pas sûr que ça arrive. Ouais. Combien de temps ça mettrait Alors, petite précision, parce qu'il y a quelqu'un qui dit qu'il y en a déjà. Bon, depuis quand il y a de vrai layer 2 sur Bitcoin? Non, il n'y a pas encore de vrai layer 2 sur Bitcoin. Capet parlait des sovereign roll-up ou des initiatives qui disent que seront un Bitcoin L2 et il y en a qui sont EVM. Ouais. Pour l'instant, c'est des sidechains, oui. Au mieux, c'est des sovereign roll-up. Il y en a certains, c'est des sidechains vrais, mais il y en a aussi des sovereign roll-up parce qu'ils utilisent au moins Bitcoin en data availability. Mais c'est pas des roll-up, c'est des sovereign roll-up. Sidechain, c'est blockchain qui tourne à part en parallèle. Ouais. Sovereign Rollup, c'est qu'il vient stocker une partie des données sur Bitcoin, donc il y a quand même un semblant de preuve. Et ce qu'on va appeler vrai Layer 2, c'est qu'il y a une sécurité héritée du Layer 1, parce que les nœuds du Layer 1 peuvent vérifier les preuves du Layer 2, de l'état du Layer 2. C'est ça? Répète. Je disais, pour le dernier, on parle de vrai Rollup quand il y a une sécurité héritée, parce que les nœuds du Layer 1 vérifie en fait les preuves. Non, l'état. L'état, pardon. C'est-à-dire, quand on parle d'état, c'est par exemple, Abdel, il a tant de Stark, d'Ethereum, de Bitcoin sur son compte. Moi, j'ai tant. Il fait une transaction, il y a un état avant, il y a un état après. Et donc, il faut que le Layer 1 soit tout le temps au fait de ce qui se passe. Parce que si, par exemple, moi, je viens bridger les Bitcoins de mon Bitcoin à un Layer 2, il faut pas que je m'amuse à essayer de niquer le système de sorte à débloquer les bitcoins d'un côté et pas de l'autre. Il faut toujours qu'il y ait une synchronisation d'état des deux côtés. Sinon, ça crée des effets absolument pervers en fait. Voilà. Ouais, exactement. Ouais, ça arriverait quand ce P4 là? Difficile à dire. On va dire les prévisions optimistes, on va dire que c'est 1 an. Ouais. Voilà. Après, ça peut être 1, 2, 3 ans. La réalité, c'est qu'on ne sait pas. Mais bon. Nous, on va essayer d'accélérer ça. C'est pour ça aussi qu'on a fait un fonds d'1 million de dollars pour avancer la recherche autour de OP4, qui sera bénéfique d'un sens ou d'un autre. C'est ça que j'ai essayé de dire à certains maxis qui ont craché sur nos initiatives. Je leur ai dit, les gars, on va mettre 1 million sur la table pour faire avancer la recherche et ça va être bénéfique d'un sens comme d'un autre. Parce que si cet argent, il y a des gens qui prouvent qu'OP4 est dangereux, bah, en fait, ça va être bénéfique pour Bitcoin. Et on va aider à financer ce travail-là. Donc, pourquoi Stark était une moyenne de 100 users? Ok. C'est du troll, t'inquiète. C'est oui. du troll. Non, mais c'est pas grave. Non, mais même, c'est carrément du troll, je le connais. C'est pas méchant. Du coup, donc 1 an, si Dieu le veut. Ouais. Pour OP4 sur Bitcoin. Si les gens se mettent d'accord qu'il y a une activation du soft fork, ça se passerait comment du coup? Il y aurait les mineurs de Bitcoin qui changeraient quelque chose dans leur client logiciel de sorte à dire il y a un avant, il y a un après, et après il y a une grande partie de ces mineurs qui en même temps changent cette chose dans le logiciel pour qu'il y ait consensus et que ce soit acté. C'est comme ça que ça se passe? Ouais, bah après ça dépend. Oui, en gros c'est ça. On essaye de faire le mode. Maintenant c'est un hybride des deux qui est un mix entre le Minor Activated Soft Fork et le UASF, le User Activated Soft Fork. C'est qu'en gros, on commence par dire vas-y, on se met en mode Minor Activated. Mais si au bout d'un moment ils coopèrent pas, les users peuvent forcer, en gros. Donc, et comment ils forcent? Ils forcent avec un UASF dans ce cas-là. Et dans ce cas-là, c'est on fait le changement. Après, si ça se passe vraiment mal, il y a un scénario catastrophe où en fait la chaîne la plus adoptée par les users fork et en fait elle a le moins de sécurité économique parce que finalement la sécurité économique c'est quand même le hash rate qui la décide. Mais ça c'est un hard fork du coup. Est-ce qu'on peut qualifier? Ouais, on peut. Je pense qu'on peut dire par extension ça aboutirait au même résultat qu'un hard fork. Ouais, je pense qu'on peut dire ça. Après c'est un jeu de pouvoir, parce que les mineurs ils n'auraient pas trop d'intérêt à aller contre la volonté des users. Donc voilà, c'est une sorte de jeu de pouvoir. C'est en gros vas-y, on coopère, on essaie de se mettre d'accord, mais il y a quand même
peut-être un peu un levier de puissance pour que les users disent allez, fuck you les mineurs, c'est pas vous qui contrôlez. Bon, d'ailleurs, je trouve ça intéressant, hein, cette volonté de dire ok, on essaie de passer par les mineurs au début, mais on a un garde-fou et on peut donner de la puissance. Parce que j'ai besoin de comprendre. C'est-à-dire que si les validateurs de blocs, donc les mineurs, n'en voulaient pas, mais que les users forçaient le truc, ça voudrait dire quoi? C'est que les users, ils feraient un nouveau type de transaction en prenant en compte la donnée. Et les autres validateurs, ils font quoi? Ils acceptent les blocs, ils acceptent pas les blocs, il se passe quoi? Bah en fait, ouais. Donc en fait déjà sur Bitcoin, quand tu fais un soft fork, la philosophie c'est de se dire, ça reste rétrocompatible. Donc en fait, Donc les blocs sont acceptés. Ouais, tu rajoutes des nouvelles règles ou alors tu renforces certaines existantes en les rendant plus strictes. Ce qui fait que tu peux pas invalider des choses qui passaient avant, en gros. C'est pour ça que ça reste rétrocompatible. Et du coup, bah, en fonction du scénario, si tous les mineurs ils vont dans la période d'activation, ils passent tous en même temps, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Tout le monde est content et dans ce cas-là, la chaîne qui a le plus de hash rate, c'est celle qui a les nouvelles règles avec le soft fork. Et donc dans ce cas-là, tout le monde est content et tout le monde peut utiliser les fonctionnalités du nouveau du fork, quoi. Et si ça marche pas, ben, en dernier recours, on peut passer en mode UASF et dans ce cas-là, il y a le jeu de pouvoir qui va s'enclencher. Les mineurs vont savoir que les users veulent outrepasser leur voix et dans ce cas-là, ils vont se dire bah, en fait, on prend le risque peut-être de valider une chaîne qui ne vaudra plus rien, quoi, en fait. Ok, mais comment ils font? Ils font des transactions avec ces nouvelles Ah règles. oui, pardon. Ah oui, pardon, oui, c'est ça. En fait, ils ont un champ spécial dans la version du bloc qu'ils vont activer pour dire je supporte ou non tel fork et c'est comme ça qu'ils le font. D'accord. Ouais. D'accord. Ouais. Ils peuvent signaler en changeant la donnée qu'ils vont mettre dans un bloc. Il y a un champ qui sert à être une version. Et tu peux manipuler pour dire je supporte tel fork ou pas. Ok. Donc tu aurais un wallet qui se mettrait à jour pour ceux qui ne sont pas trop codeurs, ou sinon tu envoies directement les données sur la blockchain et elles sont placées à un endroit précis dans le bloc. Ouais. Voilà, c'était ça ma question. Très bien. Et du coup, se pose la question, dans un monde idéal où OP4 passe et on a la shitcoinerie qui arrive avec les roll-up et compagnie, à quoi sert Ethereum? On pourrait se dire. Est-ce qu'il y a une vraie différence? Parce que qu'est-ce qu'on pourrait ne pas faire sur Bitcoin après qu'on fait déjà sur Ethereum du coup? Ouais, c'est une très bonne question. J'ai vu quelqu'un dans le chat qui pose la question de pourquoi Bitcoin. C'est intéressant. C'est une vraie question. D'ailleurs, j'ai commencé à écrire un article. Je vais essayer de finir là dans la semaine prochaine si je peux, sur comparer Bitcoin et Ethereum en tant que settlement layer, à dire lequel est le settlement layer ultime, et peut-être avoir poussé la réflexion à l'ultime de dire bah au fait, si par exemple Bitcoin est meilleur, quid de Ethereum? Est-ce que ça sert à quelque chose d'avoir Ethereum, etc. Donc c'est une question qui est très intéressante. Alors ma vision courante de la question est la suivante. Il y a un truc que j'aime bien, c'est que les deux sont devenus deviennent de plus en plus différents. Ils prennent des chemins de plus en plus différents. Leur modèle de sécurité est très différent. L'un est en proof of work, l'autre en proof of stake. L'un a une tendance à favoriser l'ossification beaucoup plus que l'autre. Donc il y en a un qui innove plus vite et il y en a un autre qui est plus conservateur. Et ce qui fait que la combinaison des deux fait que ça rend notre tentative globale plus forte pour être capable de résister à des attaques d'États-nations et compagnie. Je vais expliquer. En gros, si jamais demain il y a des États qui se disent oh là là, la blockchain ça devient trop dangereux, il faut vraiment qu'on agisse, il faut les attaquer de tous les côtés, on va essayer de les détruire. Pour attaquer Bitcoin et Ethereum, les leviers que tu vas activer sont extrêmement différents. Tu attaques pas une chaîne proof of work comme tu attaques une chaîne proof of stake. Les communautés de dev que tu dois attaquer sont très différentes. Il n'y a pas beaucoup d'overlap entre les deux. Donc en fait, ce qui fait que ça serait beaucoup plus difficile pour les États, même si se coordonner, de détruire les deux en même temps, parce qu'ils devraient attaquer de la puissance électrique, plus attaquer de la sécurité économique du proof of stake, plus attaquer des développeurs très différents, etc. Donc moi j'aime bien cette idée. Donc j'ai envie ma première intuition c'est de me dire les deux sont plus forts ensemble que l'un ou l'autre, d'accord? Ça c'est ma première façon de voir la chose. Ensuite je pense que malgré tout, même si demain on est capable de faire du roll-up, du vrai roll-up sur Bitcoin, Ethereum par nature il est quand même plus adapté pour ça. C'est-à-dire qu'il aura des meilleurs frais, et ce sera plus accessible, il innovera plus vite, il y aura toujours des mises à jour et il adopte une roadmap roll-up centrique vraiment. Tu vois, il embrasse cette roadmap. Oui, par définition, oui. Voilà, là on fait un peu plus du hack, on fait ce qui est possible, mais il n'y a pas une volonté forte d'embrasser une roadmap roll-up-centrique pour Bitcoin. Donc c'est un peu risqué aussi de miser tout sur Bitcoin, dans le sens pragmatiquement parlant. Tu vas être sur un layer, tu ne sais pas quel va être l'avenir de layer, tu te dis peut-être il y aura un consensus pour dire bah fuck en fait on désactive OP4. Enfin non, on ne pourrait pas parce que ça sera un hard fork, mais bref, on fait des trucs pour faire que ça soit moins facile pour builder des roll-up dessus, ou mettre des bâtons dans les roues de quelque sorte que ça soit. D'accord. Donc c'est un peu ça. Okay. Les deux sont plus forts ensemble et de deux, Ethereum il est un peu plus adapté, il a embrassé sa roadmap roll-up centrique. Donc voilà. Ok, bah on verra parce que bon, je dirais que Bitcoin fait office de monnaie, de réserve de valeur, etc. Alors qu'Ethereum c'est le world computer vendu comme world computer.
Et là, Bitcoin pourrait devenir un peu un world computer. Après, le truc, c'est que tu as un block time de 10 minutes, alors que tu as un block time de 12 secondes sur Ether. C'est pas gênant dans le sens où les gens, ils prennent pour acquis la finalité. Pour eux, c'est la finalité du L2. Quand ils utilisent un L2, les gens, ils s'en foutent quand c'est settle sur le L1 en réalité. Donc en fait, malgré tout, tu serais pas dans un setup qui serait très différent parce qu'in fine, on va settle une fois toutes les heures, toutes les 6 heures. Ou plus on aura d'usage, plus on pourra settle fréquemment. Mais au maximum, tu vas settle toutes les heures, peut-être tous les 3 blocs aller sur Bitcoin. Tu vois, tu ne feras pas trop la différence en termes de la vraie finalité sur le L1 et la finalité du L2, ça peut être la même. Ok, très bien. Alors ensuite, je voulais qu'on parle du coup plus en détail de Starknet. Parce que là, le but avec cette annonce, ce serait d'avoir donc déjà un roll-up Starknet, mais après un écosystème de roll-up basé sur la stack Starknet, où aujourd'hui tu payes en gaz, en Ether et en Stark. Demain, ce sera quoi? Je paye en Bitcoin aussi mes gaz pour utiliser Starknet pour le settlement. Ouais. Quid de l'utilité du Stark? C'est une bonne question. Bon, déjà, si on compare avec tous les L2 existants, la majorité des tokens de L2, c'est juste des jetons de gouvernance. Que ce soit dans le cas de OPI, Arbitrum et compagnie, c'est que des jetons de gouvernance. Nous, c'est jetons de gouvernance et c'est un gas token. Là, aujourd'hui, c'est un gas token, comme tu l'as dit. Ça serait potentiellement aussi le gas token pour les layer 3, pour les blockchains Starknet et c'est le cas pour, ça peut être le cas pour Optimism et Arbitrum aussi. Ça peut être le cas, ouais, tout à fait. Ouais, complètement. Eux, ils ont des modèles différents parce que, par exemple, OPI, tu payes une partie des revenus à Optimism, en fait. Donc, Base, par exemple, ils payent une partie de leurs revenus à Optimism. Donc, ils capturent de la valeur. Eux, ils utilisent la stack OPI Stack, mais ils partagent une partie de leurs revenus à Optimism. Nous, on n'a pas encore défini pleinement notre modèle. Mais ça sera une des fonctions du token. Ensuite, la fonction naturelle qui va arriver, c'est quand on va décentraliser. Ça va être le staking. Donc quand là, si tout se passe bien, les premières phases du staking devraient arriver fin d'année. Alors, quand je dis première phase, c'est le partie économique du staking, avec les modèles pour que les gens puissent staker, déléguer et compagnie, sans la réelle décentralisation du réseau. Donc, on va faire ça en 2 étapes. Donc, pour choper de l'inflation, tu es en train de me dire. Choper de l'inflation. Voilà, mettre en place la partie économique du staking sans la partie décentralisation. Et ensuite, la décentralisation arrive. On n'attend pas de faire ça pour commencer à travailler sur la décentralisation. Je précise, le travail sur la décentralisation du réseau a bien sûr déjà commencé depuis un moment, mais c'est extrêmement long. Donc là, on part sur une variante de Tendermint. D'ailleurs, on travaille avec l'équipe qui littéralement a travaillé sur l'implémentation de Tendermint dans Cosmos, qui s'appelle Informal Systems. Ils travaillent avec nous pour builder l'implémentation modifiée de Tendermint qui sera utilisée pour Starknet. C'est une variante qui sera plus adaptée au roll-up. Et donc, voilà, on travaille comme BFT, c'est ou c'est encore autre chose? Ouais, c'est du BFT. Mais tu sais, ils ont fait un fork de Tendermint qui s'appelle Comet BFT qui est utilisé par tous les nodes. Exactement. C'est une variante de Comet BFT pour être précis. Ouais, ok. Oui, c'est une variante de Comet BFT, exactement. Tu fais bien le préciser. J'ai Tendermint par abus de langage, mais non, effectivement, c'est une variante de Comet BFT. Donc un fork de fork. Ouais, exactement. Ouais, tout à fait. On le modifie parce qu'en fait, il y a certaines spécificités des roll-ups qui font que ça sera plus optimisé en faisant quelques changements, en gros. Donc voilà. Staking fin d'année pour la première phase avec la partie économique où les gens pourront déléguer du staking. Voilà. Après, il y a beaucoup de questions sur le staking, c'est vraiment pas facile. Par exemple, quels sont tes seuils minimums? Combien de validateurs en tout tu veux? C'est vraiment pas facile comme question. Donc, il y a tout le travail de la recherche qui a commencé là-dessus aussi pour définir ces paramètres qui ont un impact en fait. Le seuil minimum que tu mets, le nombre de validateurs que tu veux, in fine, parce que le nombre de validateurs que tu veux, si tu en veux beaucoup, tu vas aussi devoir faire des concessions sur le matériel que tu veux. Un peu sur la style et les performances. Voilà, exactement. Nous, pour le coup, pour un L2, c'est probablement acceptable d'aller vers du Solana style et de dire on ne veut pas 100 000 validateurs comme sur Ethereum, on en veut plutôt entre 100 et 1000. Et dans ce cas-là, on peut potentiellement aller vers du Solana style et avoir des séquenceurs qui tournent sur des grosses machines. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai appris sur Multiversix qui en a 3300 à peu près des validateurs et que on va dire les 5-6 premiers nodes opérateurs, ils contrôlent chacun des centaines de validateurs. Et tu as un système d'enchères qui fait que progressivement, certains de leurs nœuds validateurs sont foutus dehors pour être remplacés par d'autres. Ce qui fait que les nouveaux qui veulent rentrer n'ont pas à attendre qu'il y en a un qui se débranche pour venir se brancher. Il y a un système d'enchères pour venir se brancher et que ça se décentralise naturellement progressivement. Tu vois. Voilà, donc ça c'est ce que fait Multiversix. Et côté Solana, c'est plutôt que aujourd'hui, par des protocoles de liquid staking comme Marinade,
En fait, quand tu viens poser chez eux, ils vont essayer de répartir sur plein de validateurs différents pour motiver la décentralisation aussi. Voilà, chacun sa façon de gérer, mais ouais, on est sur des centaines ou des milliers de validateurs. Et j'ai vu que sur Ethereum pour 2025, on risque d'avoir beaucoup moins de validateurs en réalité, parce qu'on sera plus capé à 32 Ethers par validateur, on pourra montrer à 2048 Ethers par validateur. Ce qui fait que je pense qu'on va diviser facilement par 5 ou 10 le nombre de validateurs sur le réseau. Ouais, complètement. Mais c'est fine, je pense que... Ouais, je pense que c'est fine. En vrai, tu vois, je pense que même s'il y en a 100 000, c'est largement acceptable, tu vois. Ouais, bah là, il y en a un peu plus d'1 million. Donc, c'est ça. Donc sur du 10 par 10, tu vois, même sur du 10 par 10, on est pas mal, tu vois. Et donc, oui, effectivement, on peut regarder un petit peu ce que nous dit le chat. Super intéressant. Il y a eu pas mal de questions. Que pense Abdel de la vidéo Sol versus Ether? J'ai pas compris de quelle vidéo on parle. Si, le débat Justin Drake versus Anatoly. Ah, j'ai pas vu. Tu l'as vu? J'ai vu une partie et j'ai vu les réactions. Apparemment, ça tournait autour de Anatoly qui pense que la Economic Security c'est un mème et le Network Effect d'Ethereum c'est un mème. Et Justin Drake a clashé les trucs classiques sur Solana, à savoir les compromis qu'ils font sur les requirements matériels dont on a parlé précédemment, ce genre de choses. D'accord. J'ai pas vu, hein, mais le peu que j'ai vu c'était autour de ça. Apparemment, le côté Anatoly qui dit que la Economic Security c'est un mème et le Network Effect de Ethereum c'est un mème. Dans quel sens? En mode. Bah, c'est bullshit comme argument et c'est pas ça qui va faire que Ethereum va garder sa place, en gros. Ouais. Bah, tu sais que moi, honnêtement, bon, tu connais déjà mon biais par rapport à Solana, hein. Mais je trouve cet Anatoly déjà extrêmement solide sur ses appuis. Moi aussi. Ouais, il est très très fort et c'est un très bon communicant. Il n'y a rien à dire. Ouais. C'est un truc de malade. Et il y a des vrais écosystèmes différents qui se construisent de par justement déjà la finalité des transactions, les coûts. Quand elles passent. Ouais, quand elles passent. Ouais, c'est vrai que c'est de pire en pire en ce moment, de ce que je comprends, parce que j'ai pas eu de problème particulier, mais j'ai pas fait spécialement de. Moi j'ai testé, sincèrement, je peux dire c'est une catastrophe. Perso, moi, je me suis mis en mode user, je dis vas-y, je vais aller tester un petit peu les nouveautés avec les trucs à la con. Bah franchement, cata, vraiment cata. Et pourtant, en mode utilisateur avancé, c'est-à-dire que même je jouais sur les paramètres avec des custom RPC, avec payer des prix plus grands pour optimiser les chances et tout. Non, franchement. Alors normalement, si tu utilises les priority fees, elles passent. Hein. Franchement, j'ai essayé. Hein. J'ai essayé les priority fees, etc. Après, bon, les use cases que j'ai testés sont peut-être un peu trop degen et aussi sur les trucs avec la haute volatilité, etc. Ça augmente les pourcentages de chances d'avoir des erreurs. Mais franchement, expérience catastrophique. Ok. Pour moi, pour un mec qui connaît pas, j'imagine que c'est désastreux. Mais... Bon, bah on verra avec le client FireDancer qui sera là fin d'année. Après, pour être honnête, ça, je l'ai déjà dit une fois, la dernière fois, il y a beaucoup de progrès dans la communauté. Même la communauté en tant que telle, bon, il y a les deux. Il y a aussi malheureusement beaucoup plus de gens chelous, mais ça vient avec le succès, ça c'est normal. Donc ça, je juge pas à cause de ça. Mais je vois beaucoup de gens de la communauté qui a montré une énorme résilience après le drama FTX et qui a su revenir en force, qui croyaient toujours, etc. Donc ça, je salue ça. Il y a des progrès sur la décentralisation aussi du réseau et compagnie. En termes de software, comme tu as dit, FireDancer et tout, c'est incroyable. Bon, ça va poser des questions parce que s'il est vraiment si performant, ça peut arriver à une concentration qui va défaire l'un des intérêts initiaux d'avoir de la diversité. Mais c'est intéressant qui pousse constamment à vouloir optimiser. Ça, c'est intéressant. Donc, il y a des progrès. Ça, c'est indéniable qu'il y a des progrès. Moi, je suis pas à l'aise avec certains compromis et des trucs. Je pense qu'il y a des trucs où on peut difficilement se défaire au fil du temps. Le mode de lancement, c'en est un. La capture initiale, c'est un exemple. C'est pour ça que Bitcoin, il n'y aura jamais de Bitcoin parce que son mode de lancement est le plus pur qui ne pourra jamais exister. Ethereum a été pas mal, mais et au moins, il est passé en Proof of Stake après 6 ans de distribution Proof of Work, donc je tolère, entre guillemets. Mais tu vois, quand tu arrives sur du Proof of Stake Day One, VC-based, c'est compliqué, tu vois. Et vous allez me dire sûrement, Starknet, c'est pareil. Oui, mais c'est un L2. Et c'est pour ça que j'ai pas les mêmes standards en termes de ce que j'attends pour un L2 que pour un L1. Absolument. Et du coup, parlons de la roadmap de Starknet. On va parler de la roadmap, on va parler des concurrents maintenant. On parlera aussi un petit peu des applications. Alors, dans la roadmap qui va arriver, on nous parle de parallélisation des transactions. On a fait un point dessus, donc on ne va pas revenir dessus, je pense. Il s'agirait de reprendre un peu ce qui a été fait par Aptos pour la gestion des transactions avec leur technologie bloc STM pour multiplier par 3 la capacité des transactions. Donc, on serait plus sur du... 200-300 TPS. Ouais, 200 à 300 transactions par seconde en pic, ce qui est déjà très bien. Ce qui est déjà très bien, si ça se passe correctement. Ensuite, j'ai vu passer le block packing. Je ne savais pas ce que c'est. Je ne sais pas du tout ce que c'est.
Ouais, block packing, ça a changé de nom. Enfin, c'est l'applicative récursion. Ok, c'est applicative ouais. récursion. Ouais, ça a changé de nom. On s'est dit c'est un peu trop chiant comme name, comme nom. On a essayé de changer. Bah, peut-être que block packing c'est pas mieux, hein, tu me diras. On n'est pas forcément très bon en name, mais bon, anyway. L'idée de ça, ça va être souvent, bah, tu me reprochais très souvent les block time. Et ce que je comprends, parce que d'un point de vue utilisateur, c'est ça la réelle perception que tu as, comment tu sens la blockchain, c'est le block time. Nous, ils sont assez longs sur Starknet. Et ce que je t'expliquais, c'est qu'on n'a pas assez d'activité pour le réduire. En fait, on pourrait, techniquement, c'est un choix de les laisser plus longs, mais en fait, on ne veut pas pénaliser en termes de frais de transaction, on veut que ça reste très peu cher. Donc là, actuellement, Starknet est aujourd'hui le layer 2 le moins cher qui existe sur le marché. On est même moins cher que les Optimistic Rollup, ce qui ne devrait pas être le cas techniquement. Mais bref. Mais donc voilà, le block packing, c'est une technique qui va nous permettre d'avoir le meilleur des deux mondes. On va être capable de réduire considérablement la durée des blocs, pour autant sans augmenter les fees, en gros. Voilà, Pourquoi? très simple. Parce que c'est une technique. En fait, si tu veux, là, le problème qui nous met dedans, c'est qu'on a un couplage trop fort entre la preuve et le bloc. En fait, on a un modèle où en fait, on dépend très fortement de combien on met de transactions dans un bloc. Si on les remplit pas assez, notre modèle fait que ça va pas être rentable de les prouver comme on voudrait, et donc on va être obligé de surpricer les transactions, et donc ça aura un impact sur les users. Là, c'est quelque chose qui va casser ce couplage fort et qui va permettre de dire une preuve, ça va être plein de blocs. Comme ça, ok, tu peux faire plein de blocs qui sont très petits, mais c'est pas grave parce qu'en fait, tu vas faire une nouvelle couche d'agrégation avant même de faire la récursion. En gros, il y aurait un seuil de transactions, on va dire, qu'on va répartir cette fois dans plusieurs blocs. Et on va dire, passer un certain nombre de transactions, on génère une preuve. Voilà. Comme ça, on reste rentable. Et ça fait que tu peux baisser ton block time et avoir des blocs avec quasiment rien dedans, quoi. Ouais, et malgré tout que ça reste pas cher. Ouais. Et ça sortirait quand, ça Je crois juillet. Testnet juillet peut-être, non? Testnet juillet, ouais. Donc probablement août, septembre, allez, on va dire septembre. Ok. Que ce soit la parallélisation des transactions et le block packing, les deux. Les deux. Donc, ce sera normalement, les deux sont dans cet upgrade normalement. Il y a peut-être une chance que, alors il me semble qu'il y a une chance que la parallélisation, je crois que de mémoire, elle est plus simple à implémenter. Je crois qu'on l'aura peut-être avant. Donc il y a peut-être une chance qu'il y aura deux upgrades. Un plus rapidement pour l'optimistic parallélisation et un autre qui viendra après pour le block packing. Parce que la parallélisation, ce serait testnet mi-juillet, de ce que je comprends. Ouais. Si Dieu le veut. Non, pour le coup, je suis plutôt optimiste. Peut-être même que ça sera avant. Pour le coup, j'ai un doute. Je pense que pour le coup, on est plus en avance qu'en retard. Pour le coup. Ouais. Ok, super. Potentiellement, il y aurait une bonne nouvelle de ce côté-là. On va voir. Donc, une après, capacité. Tu me diras, d'un point de vue user, ils vont pas voir la différence parce qu'il n'y a pas assez d'activité. Donc là, si on passe de 100 à 200, 300 dps, ça se verra pas parce qu'on n'a pas assez de demande. Donc, t'as raison. Oui, après, elle peut être motivée par un meme coin ou une connerie comme ça aussi. Hein. Ouais. Ça, je compte sur la communauté pour s'en servir. Et donc après, on a Kaironative qui arriverait après, plutôt septembre ou plus tard. Alors qu'est-ce que c'est que Kaironative dans les grandes lignes, parce que c'est particulièrement technique? Ouais, c'est particulièrement technique. Mais dans les grandes lignes, là, on a une machine virtuelle, Cairo, donc comme le VM, etc. C'est ce qui va prendre un programme, un smart contract qui va l'exécuter. Donc c'est une machine virtuelle. C'est une couche d'abstraction supplémentaire par-dessus la machine. Donc, vous avez votre machine qui fait tourner un programme, qui lui-même va faire tourner un programme qui va exécuter votre smart contract. L'idée de Kaironative, c'est qu'on va essayer d'enlever une de ces couches et on va se rapprocher au plus proche de la machine. Donc, en fait, on va convertir les programmes Cairo, donc vos smart contracts, en quelque chose que la machine directement pourra exécuter à la place de l'exécuter via la machine virtuelle Cairo. Et pourquoi on peut faire ça? Parce que dans un roll-up, on a deux étapes, la partie séquenceur et la partie prover. Et la partie séquenceur, il n'a pas besoin de générer les preuves. Donc, on peut se permettre de faire quelque chose qui est une représentation du programme Cairo, mais qui n'est pas vraiment du Cairo, mais qui va donner les mêmes résultats. Et c'est fine parce qu'on ne génère pas la preuve à ce moment-là. Par contre, quand on va devoir générer la preuve, là, on va devoir exécuter la machine virtuelle, mais c'est pas grave parce que c'est fait de manière asynchrone après et c'est fait massivement en parallèle. Donc, on pourra toujours rattraper la vitesse du séquenceur. Donc, en gros, ça va donner un boost drastique au niveau de la vitesse de séquenceur, ce qui compte pour la création des blocs et pour l'expérience utilisateur. On parle d'un boost énorme potentiel. Ça peut aller jusqu'à du x100 sur certains cas, etc. Donc, potentiellement, avec cet upgrade-là, plus la parallélisation, on pourrait taper sur du 1 TPS. Et là, on commencerait à arriver dans des niveaux Solana style. Et là, ça commencerait à être sympathique de ouf. Ouais. Ok, donc ce serait 1000 TPS pour Starknet. Et s'il y a des Layer 3, eux aussi, 1000 TPS chacun. Tout ce qui se base sur votre tech, en fait. Et personne fait ça dans les Layer 2 quasiment. Si j'ai cru comprendre, Arbitrum, il nous parle de 40 000 TPS théoriques. Ouais, on va voir. Je sais pas. Si avec Stylus, techniquement, je pense qu'ils peuvent aller assez haut parce qu'ils auront plus de limitations de l'EVM. Oui, Stylus qui va être validé le 7 juin, on est le 5. Ouais, Stylus très stylé, hein. C'est vraiment un upgrade qui est intéressant pour Arbitrum, je suis curieux de voir ce que ça va donner. Pour être honnête, on réfléchit en vrai si on devrait peut-être faire un modèle à la Stylus.
et prouver du Rust. C'est là devenu la mode et en gros, peut-être qu'on devrait embrasser ça. Si on le fait, Cairo restera toujours beaucoup plus performant, mais peut-être qu'il y a un appétit de se dire, bah, en fait, on peut attirer des devs Rust existants et peut-être les onboarder plus facilement sur Stacknet. Ok. C'est en discussion. C'est en discussion. Et pourquoi Rust n'est pas un langage type Move qui a l'air d'être sympa? C'est une bonne question. Littéralement, on se pose la question. Les gros candidats, c'était littéralement Move et Rust. Effectivement, c'est un bon point. Move, c'est intéressant, mais ça reste une developer base beaucoup plus petite, infiniment plus petite que Rust. Si tu veux, c'est les mêmes problèmes que Cairo, quasiment. Parce que bon, et encore, la dev base de Cairo, elle est plus grande que celle de Move. Mais tu cherches la dev base ou les applications que ça peut engendrer? Parce que c'est ça le truc. C'est une bonne question. Ouais. Parce que de ce que je comprends, Move pourrait permettre certains types d'applications de par son design. Ouais, ça a des modèles intéressants en termes de modèles de sécurité, etc., avec le modèle de typing qu'ils ont. C'est une bonne question. C'est vrai que j'ai pas. Ouais, non, c'est une vraie bonne question, tu as raison. Qu'est-ce qu'on optimise le plus? Après, nous, tu vois, c'est intéressant comme question, mais mon expérience, ce que j'ai vu sur Cairo, c'est que malgré tout, on a la promesse de Cairo qui enlève les limitations de l'EVM et qui apporte plein de nouveautés. Malgré tout, on n'a pas encore des cas très visibles, très flagrants d'un point de vue utilisateur de pourquoi c'est supérieur. Donc, tu vois, c'est encore refaire. Et pour Move, ça reste encore à prouver d'un point de vue visible, tangible. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le problème. Ouais. Et d'un autre côté, on a des gens qui disent oui, on n'a pas d'app, etc., etc. Et puis quand il y a des copier-coller de ce qui se passe dans l'écosystème EVM, ils se plaignent aussi. Donc, 100%, exactement. C'est particulier. D'ailleurs, pour parler d'EVM, il y a Kakarot ZK EVM. Ça en est où? Il y a un testnet, il y a un mainnet pour quand? On teste ça quand? Bah là, il y a un testnet whitelisté qui est en cours actuellement. Vous pouvez demander à être whitelisté et compagnie. Et le public testnet, il va arriver là, je crois, dans un mois ou deux, ou un truc comme ça. Donc, public testnet dans un mois ou deux. Peut-être si tout se passe bien, peut-être qu'ils arriveront à enclencher sur un mainnet fin d'année. Ok, stylé. Donc j'ai vu aussi une histoire de ZK Thread, c'est-à-dire de sharding d'exécution pour Starknet. Ça te parle? Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, comme son nom, on peut le suppose pour la partie sharding, pas ZK Thread parce que ça va pas parler. Bah, l'idée c'est de réimplémenter un modèle de sharding, mais spécifique pour les ZK Rollup. Bon, bah, ça va être un peu à la NIR, par exemple. NIR, ouais. Le précurseur du sharding, ou Multiverix, qui sont aussi très à fond sur le sharding. Mais un modèle qui serait compatible avec le ZK. Parce que leur modèle qu'ils font, ils font du sharding, mais c'est pas du sharding qui est prouvé avec du ZK. ZK sharding, comme ce que fait Neil Foundation, non? Ouais, exactement. Ouais, tout à fait. Nous, ça serait plus proche d'un modèle comme Neil Foundation. Exactement. C'est un bon point. Donc, en fait, c'est des sortes de. Layer 3. Ouais, exactement. C'est ce que j'allais dire. C'est comme si c'était des Layer 3, sauf que tu tapes sur la liquidité directement du L2. Donc, tu as moins de fragmentation. Parce que c'est pas vraiment un Layer 3 dans lequel tu vas bridger, etc. C'est que tu vas opérer sur le même public Starknet, la même liquidité, le même user, etc. Mais tu as une couche de sharding, donc tu peux un peu ségrémenter et puis faire de la parallélisation à mort. C'est des sous-réseaux du Layer 2, mais tu restes toujours sur un scaling horizontal du Layer 2. Exactement. Et donc, on parle de sharding parce que le but, c'est qu'il n'y ait pas de conflit au niveau de la base de données pour l'exécution. À la différence de l'optimisation, là, tu sais, parce que c'est vraiment, ils travaillent sur des silos de données qui sont différents. Donc là, tu es sûr, c'est déterministique à la différence d'optimistique. Ouais, exactement. D'accord. Et du coup, j'ai vu ça, en fait, de Starknet Digger qui en a parlé. Ça, c'est en étude. Ça sortirait quand? C'est quoi ça en est où à ce stade, les ZK Thread, là, ce sharding? ZK Thread, il y a eu un proof of concept qui a été développé par Cartridge, qui travaille sur des jeux, sur du gaming. Ils ont fait une implémentation qui marche aujourd'hui, mais c'est au stade de proof of concept. C'est pas encore quelque chose qu'on va intégrer dans la stack Starknet du public Starknet, mais au moins il y a un proof of concept qui démontre la théorie et qui tourne. Je pense que réalistiquement, il va nous falloir un peu plus de 6 mois, je pense, pour pouvoir le mettre sur le public Starknet. D'accord. Et là aussi, ça pourrait encore booster la capacité du réseau à outrance, en plus de ce qu'il y a déjà. Voilà, en fonction du nombre de shards que tu veux mettre et compagnie, mais ouais, tu peux multiplier par 10 ou 20 encore une fois. Ouais, donc en fait, toutes les techs qui sont sexy pour économiser de la perf, en gros, tu vas taper dans tous les bottlenecks. Donc, Keronati, c'est bottleneck au niveau du séquenceur qui crée les blocs. Parallélisation, c'est essayer de gérer en parallèle de la transaction. Là, en l'occurrence, ce serait encore une fois gérer en parallèle des choses, mais de manière encore différente. Ouais, c'est ça. De toute façon, l'optimisation, c'est littéralement enlever les bottlenecks les uns après les autres. Et le plus stratégique, c'est d'enlever les plus gros en premier. Ceux qui piquent le plus, tu les enlèves, etc. etc. C'est vraiment ça, t'as tout compris. Yes, ok. Putain, ça bouge, hein, mine de rien. C'est juste qu'il faut être au fait. J'ai vu aussi donc, le Stuo Prover. Qu'est-ce que c'est que ça? À quoi ça sert? Exactement. Donc là, Stu, c'est une nouvelle génération de provers qu'on est en train de développer.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Starkware était le précurseur dans le ZK, vraiment, qui a développé le premier prover qui a été utilisé en production, qui s'appelle Sharp, qui est utilisé historiquement par StarkEx, avant même StarkNet, donc avec les clients comme DYDX, V3, comme Sora et compagnie. Si vous voulez des noms pour vous rendre compte à quel point c'est délirant, en tout, notre prover, il a sécurisé plus de 1 trillion de dollars en volume cumulé. 1 trillion, 1000 milliards de dollars qui ont été sécurisés. Donc c'est le prover le plus battle-testé au monde, hein, très clairement. Il a tourné pendant plus de 3 ans en production. Starkware était tellement en avance de la concurrence à ce moment-là que à ce moment-là, ils avaient défoncé tout le game avec StarkEx. Et en fait, le problème, c'est qu'on a été presque victime de ce succès-là parce que pendant 3 ans, littéralement, personne de Starkware a continué à bosser sur le prover parce que c'était pas du tout le bottleneck. OK. Et c'est toujours pas aujourd'hui le bottleneck, comme on l'a dit, le bottleneck c'est le séquenceur. Mais ce qui s'est passé entre deux, c'est que la concurrence n'a pas dormi, évidemment. Et non seulement ils n'ont pas dormi, mais ils se sont inspirés de ce qu'on a fait et ils l'ont amélioré. Donc toute la clique des polygones, des teams, pas polygones originels polygones, mais les teams qu'ils ont rachetés, qui sont extrêmement Hermès, forts. Ouais. Exactement, Team Hermès, Polygon Zero et compagnie, qui ont pris les travaux de Eli Ben Sasson et qui les ont améliorés. Okay, c'est comme ça que se fait l'innovation. Eli Ben Sasson, il est parti de décennies de travail, il l'a amélioré, il a ramené sa pierre à l'édifice et compagnie. Et ce qui fait que petit à petit, ils ont plus que rattrapé, ils ont même dépassé l'état de l'art de notre prover actuel qui, nous, date d'il y a 3 ans. Et on n'avait pas travaillé dessus parce qu'on n'avait pas d'intérêt de le faire. L'idée, c'est avec Stu, c'est de se dire, on va remettre l'église au milieu du village, comme on dit, et on va redéfinir le state of the art du proving, comme on dit. En fait, on va redévelopper un prover nouvelle génération qui va normalement écraser toute la concurrence à nouveau. Pour vous donner un ordre de grandeur, on parle potentiellement d'amélioration de x100 en termes de performance du prover actuel. Donc voilà, donc là c'est un travail, les mathématiques et la théorie derrière, c'est un travail qu'on a fait en collaboration avec Polygon Zero spécifiquement. Le paper s'appelle Circle Stark, donc c'est vraiment ça la base théorique. Et maintenant chacun de notre côté, Polygon et nous, on développe un prover basé sur les Circle Stark. Le nôtre s'appelle Stu. Donc Stu, c'est l'implémentation de prover basé sur les Circle Stark qui va donner probablement un x100 sur les performances du prover. Donc ça apportera quoi, des transactions plus rapides, moins chères, moins d'espace? Ouais, exactement. Ouais. Quand le séquenceur sera plus le bottleneck, ça sera le prover et à ce moment-là, on sera déjà équipé pour que ça se voit pas, entre guillemets. D'accord. Ok. Donc, ça sera pas forcément super visible, mais si tu veux, au moins, on va pas quand on va avoir le prover qui sera bottleneck, il va pas rediminuer notre capacité. Très clair. Du coup, j'aimerais qu'on parle un petit peu de la concurrence maintenant. Donc, pour les nommer principalement Optimism, en sachant qu'Optimism, ça intègre Base, Mode, Zora, etc. Arbitrum, Mouvement, Fluent. Qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui? Donc, on voit Optimism et Arbitrum qui cherchent à faire plus de choses. On a Arbitrum qui intègre Stylus. Donc, Stylus qui va permettre de ne pas se limiter à l'Ethereum Virtual Machine et gérer tous les langages WebAssembly. Donc, le C, le Rust, etc. En plus d'augmenter à mort la capacité du roll-up. Est-ce que ça va pas mettre tout le monde KO, cette histoire, en réalité? Ça en ferait le roll-up le plus performant, by far, je pense. Ouais, je pense. Oui, je pense. Ça dépend. Si on compare nous, quand on aura à la fois Keronative, Optimistic, Paralysation, etc., je pense que ça va se taper. On va voir. Mais encore une fois, la réalité, c'est que les gens, pour l'instant, s'en foutent de la sécurité. Donc, on comparait pas des Apple to Apple, comme on dit. Mais comme les gens, la force est de constater que ils privilégient pas tant que ça la sécurité parce qu'ils utilisent des réseaux qui littéralement n'ont même pas les fraud-proof qui est censé être le cœur de la sécurité de ces systèmes-là, ils les ont toujours pas. Bon, Arbitrum, ils avancent plus vite qu'Optimism de ce côté-là, donc pour leur rendre leur crédit. Mais voilà, peut-être qu'ils vont mettre tout le monde d'accord. Hein. Là, ils ont un network effect, ils ont beaucoup de liquidité, ils ont les users, ils ont les dApps, etc. Ça va être dur de combattre contre ça. Il y a quand même un move dans la communauté Ethereum, Audi, qui quand même rappelle que long terme, la sécurité des ZK Rollup est quand même la meilleure et c'est comme ça qu'il faut aller vers ça et tout. Mais est-ce que les users et le marché va prendre ça en considération? Et aussi, on commence à voir des moves de ces gens-là pour progressivement rajouter du ZK dans leur stack. Donc peut-être, ça va être une course. Regarde, Arbitrum et Optimism, on voit avec RIS0 qui vont faire de la vérification on-chain, enfin, de l'exécution on-chain vérifiable. Donc c'est ça la ZK Proof ou c'est encore autre chose? C'est ça, en fait, eux, ils vont faire un modèle hybride qui va être du ZK Fraud Proof. On va pas rentrer dans les détails, mais c'est un modèle hybride. C'est pas pur comme du ZK Proof, comme nous on fait, mais c'est un peu mieux que le modèle de fraud proof existant. En fait, ça va optimiser le modèle de fraud proof. Quand il y a une fraude, en fait, à la place de faire tout on-chain, ils pourront faire l'exécution on-chain et prouver le résultat de la dispute
via une ZK Proof. Donc c'est un mélange de ZK et de... Donc en gros, RISC-0 sert de coprocesseur pour la preuve. Ouais. Au lieu d'avoir tout qui est géré nativement par Arbitrum ou géré nativement par Optimism, alors que vous, ce serait natif parce que vous avez déjà la tech ZK. Ouais. Ok, oui, parce que RISC-0, c'est un coprocesseur, finalement. Ouais. Ok. Alors, je sais pas quand est-ce que ça sortira, d'ailleurs, cette affaire. Hein. Honnêtement... je sais pas. Aucune idée. Parce que ça parle de ZKVM 1.0. On voit aussi sur L2Bit ces fameux stages là avec Arbitrum qui est en stage 1. Vous êtes en stage 0. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça s'améliore? Parce que pour le moment, on en a que 2 en stage 2. C'est D-Gate et Fuel V2. Ouais, exactement. Alors, ce qu'il nous faut que sur lesquels points il faut qu'on s'améliore, c'est la décentralisation et les escape hatch ou les force inclusion, les force withdrawal. La capacité pour quelqu'un de bypasser le séquenceur si jamais on censure, par exemple. Donc ça, c'est une garantie que tant qu'on est centralisé, ben, en fait, le user, il pourrait quand même forcer récupérer ses fonds sur le L1. Donc, il nous manque ça. C'est dur à mettre en place ou pas? Très dur. Ah ouais, ok. Très Mais dur. enfin, en soi, de ce que tu m'expliques, c'est que s'il y a du séquençage décentralisé, il n'y a plus vraiment de censure, en théorie. Beaucoup moins. Sauf si tout le monde te censure, mais il faut rentrer en collusion avec tous les validateurs. Donc, la décentralisation a un moyen d'augmenter la résistance à la censure. D'accord. Et ça arriverait quand ces réseaux de séquenceurs décentralisés? Parce que là, absolument tout le monde en fait n'a qu'un séquenceur centralisé. Sauf Taiko. Sauf Taiko. Ah, ils sont sortis avec. Aujourd'hui. Ok. Je savais pas. Ils bossent avec qui pour le séquençage? Espresso, je crois. Pas sûr, à confirmer, mais je crois Espresso, mais pas sûr. Je crois, hein, aussi. Ok, futur collab. Très bien. Ouais, parce que Taiko, c'est un petit peu le nouveau chouchou ZKVM en attendant que Scroll ça sort, c'est ça? Ouais, un peu, c'est ça. C'est quoi la valeur ajoutée de Taiko, honnêtement? Je ne me demande pas mon avis, parce que pour moi, c'est un énième ZKVM. Moi, j'ai la valeur marginale que ça... Non, je vais dire casual. C'est pas... C'est une team qui est sérieuse malgré tout, tu vois. Mais bon, je vois pas beaucoup de valeur, pour être juste 100% honnête. Ok. Voilà. Est-ce qu'on a besoin d'un 50e VML2? Je suis pas sûr, tu vois. Attends, on va juste pour le plaisir. Et après, je vais devoir y aller, par contre, mais ouais. Ah ouais, ok. Juste pour le plaisir. Combien ils ont enlevé, les copains? Ils ont enlevé 37 millions, Taiko. Hein. Ouais. Ça vit, hein. Ouais, ça vit. Ok. Et en fait, depuis tout à l'heure, j'essaie de montrer mon écran, mais il n'y avait pas mon écran. Bon, bah c'est bien. Personne s'en est rendu compte, c'est pas grave. Bon, je montrais pas des trucs très intéressants, mais quand même. Ok, bah en fait, je montrais juste les annonces de RISC-0 par rapport à Optimism et machin. Qu'est-ce que je me suis noté d'autre? Bah pour terminer, les applications. Aujourd'hui, il est reproché à Starknet de manquer d'applications. On en est où là-dessus? Qu'est-ce que vous avez comme plan pour justement prendre un peu de part de marché à des Optimism et compagnie qui s'étendent à fond? Bah, pour aller très vite, donc ça va sur plusieurs parties. Donc il y a la partie incentive forcément, pour le dire très clairement. Donc il y a des programmes de grant à la fois du côté fondation et de notre côté Starkware. Nous on a commencé le Wolfpack League, qui est un programme de 5 millions de Stark tokens pour à la fois les devs et les content creators. Donc si vous créez du contenu, vous pouvez aussi candidater pour le Wolfpack League. On a fait un tweet il y a pas longtemps à propos de ça. Ensuite, il y a les initiatives pour les applications. Donc, il y a le DeFi Spring, donc tout ce qui va être booster les yields des rendements sur les applications. Donc là, il y a des rendements très intéressants sur différentes applications qui bénéficient du programme. Il y a les programmes de grant de la fondation, donc des sites grants. Voilà, donc vous pouvez appliquer sur le starknet.io. Il y a ça, ouais. Donc ça, c'est le Wolfpack League, c'est le programme. Voilà, donc ça, c'est le programme de la fondation pour les grants. Il y a le programme de Starkware qui est à la fois pour les devs et les content creators. Et puis après, bah voilà, on discute avec beaucoup de teams, soit des teams existantes sur d'autres réseaux VM ou soit sur d'autres réseaux complètement. Pour l'instant, je peux pas dire les noms parce qu'il y a des choses qui sont confidentielles, mais on a normalement des beaux projets qui vont arriver sur Starknet dans les prochaines semaines, mois. D'accord. Voilà, des intégrations aussi avec des gros protocoles existants que vous pouvez imaginer qui vont arriver dans les prochains mois. AV quoi, ok. Voilà. Ouais. Voilà. Désolé pour le malaise. Non, mais c'était sûr, Non, sûr. il n'y a aucun malaise, c'est juste que j'ai pas beaucoup de temps en fait pour en parler, sinon je peux en parler pendant des heures. J'ai aucun malaise là-dessus. Ça marche.
Bah Ouais. écoute, on va faire court, on va essayer de se programmer du coup une émission rapidement avec des expertises Bitcoin Oui, peut-être. ça c'est trop bien. Ouais. Il y a d'autres sujets, on n'a pas parlé des FHE, tout le monde nous parle de FHE, mais Oui, effectivement, donc sur le site Coin Academy, vous avez une analyse de Zama qui est sortie, une analyse de Phoenix. Donc Zama, c'est une entreprise qui s'est spécialisée dans la technologie FHE, et Phoenix, c'est le premier roll-up Ethereum qui exploite la technologie FHE, mais il n'y a pas que, il y a Parasym, Mine Network, etc. Voilà, tout ça, on va en parler dans des articles dédiés. Donc on est sur un sujet qui est lié à la privacy des données, rien à voir avec le ZK, mais on peut avoir du ZK avec le FHE. Donc bon, ouais. c'est un autre sujet. Merci beaucoup Abdel du coup pour ton temps. Merci à vous les amis, c'est apprécié encore une fois et puis avec plaisir pour remettre ça avec les bitcoiners. Voilà, donc je vais digérer un petit peu tout ce que tu nous as dit sur les nouveautés, puis on essaie de se faire une émission rapidement. Passez une bonne journée, une bonne soirée tout le monde, merci d'avoir été là, et puis faites attention à vous, ciao. Ça marche.